Comment se fait-il qu'une simple chanson soit devenue si culte au point que ses réalisateurs aient dû s'excuser auprès de nombreux parents? Pourquoi le prénom Elsa est-il devenu si populaire et surtout comment un projet qui a commencé il y a presque 90 ans et qui a été repoussé maintes et maintes fois a-t-il ouvert la voie à un succès mondial et critique? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors enfile tes bottes de neige, couvre-toi bien et suis-moi dans les terres enneigées de Norvège. Aujourd'hui, on va explorer les montagnes somptueuses et les lacs glacés d'un long métrage qui aura pris presque un siècle à arriver dans les salles obscures et dont les musiques n'ont depuis lors plus quitté les esprits au point de donner un nom à ce phénomène, la Frozen Mania. Tu es prêt? C'est parti! Tout commence en 1844 avec Hans Christian Andersen, un Danois né en 1805. Il publie La Reine des Neiges dans son recueil Nouveaux Contes. Un conte court écrit en seulement 5 jours, qui parle d'amitié, d'innocence et du pouvoir rédempteur de l'amour. L'histoire met en scène Kay et Gerda, deux enfants voisins et amis. Un jour où Kay regarde le ciel par la fenêtre de sa maison, il reçoit des éclats d'un miroir magique tombé sur la terre et créé par un sorcier que tous compareront au diable lui-même. Résultat, les mauvaises choses du monde sont amplifiées dans ses yeux et son cœur commence à se glacer. Un jour d'hiver, une dame superbe dont la beauté glaçante hypnotise l'enfant apparaît. Il est en présence de la Reine des Neiges qui l'emmène dans son palais de glace. Tous pensent que le garçon est mort, tombé dans le lac, mais son amie Gerda, elle, est convaincue du contraire. Elle décide donc de partir à sa recherche. Après un périple semé d'aventures et d'embûches, elle finira par retrouver son ami qu'elle a tant cherché, mais celui-ci, inerte et dont le cœur est presque entièrement gelé, ne la reconnaît pas. La petite fille sanglote et ses larmes coulent sur le torse du garçon, dont l'amour de son ami finit par décongeler le cœur. Il reconnaît alors celle avec qui il a toujours vécu et ses sanglots chassent la poussière de miroir de son œil. Une belle métaphore sur l'amour et l'amitié, et aussi un bon rappel que pleurer peut parfois être très bénéfique. Walt Disney pensait déjà adapter le conte d'Andersen dès 1937, bien avant la sortie en salle de Blanche-Neige et les Sept Nains. En 1940, il propose au studio Goldwyn une coproduction mélangeant prise de vue réelle et animation. Mais la Seconde Guerre mondiale et d'autres projets mettront le film en pause, les studios étant occupés à produire des courts-métrages de propagande. Goldwyn sortira alors son film live-action sur l'auteur, mais les studios Disney, eux, rangeront dans leur carton les dessins préliminaires de l'adaptation du conte. À la fin des années 90, après le succès des films de princesses comme La Petite Sirène et La Belle et la Bête, Disney reprend le projet, qui sera abandonné à plusieurs reprises. Glenn Keane quitte l'équipe pour travailler sur Réponse. Harvey Fierstein propose une version refusée. Bref, c'est un peu le chaos créatif. Il semble que cette adaptation, déjà vieille de 50 ans, soit maudite et destinée à ne rester qu'un projet. En 2008, John Lasseter, figure emblématique chez Pixar, convainc Chris Buck, qui avait co-réalisé le long-métrage Tarzan en 1999, de revenir chez Disney et de se pencher sur le conte. Buck accepte, mais pense que l'équipe devrait envisager une approche différente de celle qu'ils avaient travaillée jusque-là. Le film commence comme Anna et la Reine des Neiges, en animation traditionnelle proche du conte original. Mais rapidement, l'histoire et le personnage de la reine posent problème. On est alors en 2010 et le développement est un enfer. Quoi qu'il fasse ou imagine pour l'histoire, ça n'aboutit à rien. Elsa, en antagoniste, n'est pas crédible et Anna, basée sur le personnage de Gerda, est elle, un peu insipide. Ils vont alors prendre la première décision qui amènera le film vers le succès. Changer la relation des deux personnages et en faire des sœurs. Décision inédite dans les studios, car ce type de relation n'avait jusque-là pas encore été beaucoup exploré à l'exception de Lilo et Stitch en 2002. Pour pousser la réflexion, les studios organiseront même un Sister Summit où les femmes qui y travaillent sont invitées à parler de leur relation avec leurs frères et sœurs. Tout s'accélère en 2011, puisque Disney annonce la date de sortie du film ainsi que son titre original, Frozen. Celle-ci est prévue pour le 27 novembre 2013. Les équipes n'ont alors plus que quelques mois pour finaliser le script. Le temps presse.
Mars 2012, Peter Del Vecchio et Jennifer Lee vont rejoindre Buck et Lasseter dans le développement. À cette étape, rien n'est encore clair et l'histoire stagne. La seule chose sûre, c'est le désir d'exploiter le cœur congelé dont seul un baiser d'amour véritable ferait décongeler. Deuxième tournant majeur et qui va enfin donner la direction du film, la chanson Let It Go. Écrite par Robert Lopez et Kristen Anderson-Lopez, elle transforme Elsa d'antagoniste en héroïne complexe. Une jeune femme effrayée, seule mais libre. Grâce à cette chanson, l'équipe peut réécrire tout le film et enfin définir les personnages. Maintenant que la direction du film est enfin claire, les équipes peuvent élaborer une histoire cohérente et qui tient la route. La première version de l'histoire, qui se concentrait sur Elsa, grande méchante qui kidnappait Anna à son mariage pour lui geler le cœur, se transforme en relation complexe entre deux sœurs, avec d'une part Elsa qui lutte pour contrôler sa nature profonde et ses pouvoirs qu'elle ne comprend pas, et de l'autre Anna, innocente et naïve, dont l'idée de l'amour va évoluer au fil de l'histoire. Seul problème, il faut un véritable rebondissement au film. Afin de ne pas perdre le spectateur dans une histoire contemplative, il faut trouver un vrai tournant à l'histoire, et ce, grâce au personnage de Hans, prince d'un royaume voisin, qui n'était pas présent dans le script original. Les équipes veulent que le public pense qu'il est la solution au problème, alors qu'en vérité, il s'agit de Christophe. Il fallait alors développer une relation entre Anna et Christophe que le public pouvait ressentir tout en évitant d'être trop flagrant, afin qu'Anna, qui était déjà promise à Hans, ne soit pas mal vue par les auditeurs. Autre personnage ayant également subi une transformation majeure, Olaf. Le petit bonhomme de neige sympa était à l'origine un acolyte agaçant d'Elsa avant que les équipes ne le transforment en compagnon comique d'Elsa. Idée de génie d'ailleurs au vu des peluches qui seront vendues à la sortie du film. La dernière zone d'ombre à éclaircir était alors le climax du film. Les équipes voulaient qu'Anna sauve Elsa. Mais comment y arriver? Cette question sera répondue par l'artiste John Ripa. Lors d'une réunion avec Lasseter, il présentera son idée basée sur le sacrifice, à laquelle ce dernier répondra qu'il n'avait jamais rien vu de tel, avant que l'artiste ne reçoive une ovation. Frozen mélange animation par ordinateur et technique traditionnelle, avec une esthétique inspirée des Disney classiques des années 50 et du modernisme du milieu du siècle. C'est à Michael Giaimo, déjà directeur artistique sur Pocahontas, que l'on doit l'esthétique si propre au film. L'animateur va alors lire de nombreux ouvrages sur la Scandinavie et se rendre dans la ville de Solvang en Californie. Les équipes vont alors être envoyées dans différents lieux pour des voyages d'études. Les équipes en charge des effets spéciaux dans le Wyoming pour étudier l'acoustique des passes sur la neige et la glace, celles chargées des lumières vont aller étudier son effet sur la glace. Ils ne vont pas lésiner sur les moyens, certains animateurs organisant même des jeux de rôle pour étudier les expressions faciales. Pour Arendelle, les équipes se sont rendues en Norvège. Ils ont étudié les fjords, les architectures, les églises en bois et même les chevaux fjords. L'extérieur du château est d'ailleurs inspiré d'un des fjords les plus longs de Norvège, et non, je ne sais pas comment ça se dit. L'intérieur, quant à lui, reprend en grande partie des éléments du château d'Oslo. Les détails des costumes étaient incroyable. Boutons, tissus, coutures, tout devait correspondre aux costumes norvégiens du 19e siècle. Les vêtements d'ailleurs feront l'objet d'équipes dédiées en charge de devoir étudier leurs mouvements, d'autres leur texture ou encore leur lumière. Et la neige? Ah, la neige! Les équipes ont créé un générateur de flocons capable de produire 2000 formes uniques. Fun fact, 50 artistes spécialisés en effets spéciaux ont été réunis afin de travailler uniquement sur un seul plan, celui où Elsa bâtit son palais de glace. Chaque image demandait 30 heures de rendu avec 4000 ordinateurs travaillant en parallèle. Bref, un véritable marathon informatique avec de véritables révolutions techniques. La musique est essentielle dans Frozen, avec 9 chansons au total, ce qui en fait l'un des films Disney les plus musicaux depuis longtemps. On les doit à Robert Lopez et Kristen Anderson-Lopez qui ont écrit 25 chansons, dont 8 furent retenues dans le film final. Pour collaborer depuis New York avec l'équipe Aberbank, ils ont fait des vidéoconférences transcontinentales pendant 14 mois.
envoyant des maquettes par mail, un vrai travail de titan. La musique a non seulement fait avancer l'histoire, mais a transformé Elsa en personnage iconique. Les deux auteurs-compositeurs savaient que leur travail serait comparé à celui de Menken et Ashman durant le second âge d'or de Disney. Et ils confièrent plus tard qu'avec toutes les réécritures et les changements, ils ont bien cru, à un moment donné, que ce long métrage signerait la fin de leur carrière. Pour ceux qui ne croyaient pas en La Reine des Neiges, pensant que les studios ne feraient jamais mieux que Réponse, la musique va changer la donne. Elle devient pour beaucoup le signe que Disney a encore bien des choses à raconter et que les studios savent d'ailleurs encore faire chanter les fans du monde entier. En amont du film, des campagnes de promotion sont organisées partout dans le monde et plus spécialement dans les parcs Disney. On peut voir les personnages du film conquérir tous les continents et les projections tests organisées ne font que conforter l'idée d'un succès proche. Frozen sort le 27 novembre 2013 et devient un phénomène mondial. Critique élogieuse, comparaison avec d'autres classiques Disney et la fameuse Frozen Mania. Les enfants du monde entier connaissent les chansons par cœur, parfois au désespoir de leurs parents. Je pense que beaucoup d'entre vous savent de quoi je parle. D'après les journalistes, le film annonce une seconde renaissance des studios. On verra dans les prochaines vidéos si l'avenir leur a donné raison. Le film est nominé pour de nombreux prix et remporte d'ailleurs le prix du meilleur film d'animation à la 71e cérémonie des Golden Globes. And the Golden Globe goes to Frozen. Frozen devenant le premier film des studios à le faire. Anecdote amusante, le prénom Elsa apparaît à la 88e place de la liste des 100 prénoms les plus utilisés pour les bébés publiés par Baby Center en 2014. Le titre du film étant également celui le plus recherché sur Google la même année. Le film a rapporté plus de 1,2 milliard de dollars et est devenu le film d'animation le plus rentable de l'histoire. Il inspire même des débats académiques et discussions sur les modèles féminins dans le cinéma et la politique de genre. Bien sûr, tout succès a ses polémiques. Certains commentateurs chrétiens ont vu dans Elsa une métaphore du lesbianisme et ont comparé Let It Go à un coming out. Jennifer Lee, co-réalisatrice, a répondu avec humour « Je n'aime pas dire quoi que ce soit, laissons parler les fans ». Et comme tout film populaire, il a inspiré débats et interprétations, mais une chose est sûre, Elsa et Anna restent des modèles féminins forts, avec des messages sur la famille, l'amour et la confiance en soi. Alors voilà, de l'imagination d'Andersen à la technologie de pointe, des fjords de Norvégia aux chansons inoubliables, Frozen a su réchauffer le cœur de millions de spectateurs. Même si vous avez fini par chanter Let It Go sous la douche pendant des mois. Et si tu as envie de la chanter maintenant, j'en suis désolé, mais j'espère que ça t'aura tout de même donné envie de revoir le film. La morale, parfois, il suffit d'un acte d'amour véritable ou d'une chanson entraînante pour transformer un cœur glacé en une avalanche de bonheur. Merci encore pour votre attention. Cette vidéo m'a demandé énormément de recherches et il a été très difficile de ne garder que l'essentiel. Maintenant, dis-moi ce que tu penses du film. Est-il le chef-d'œuvre que l'on dépeint ou justement tu le trouves surcoté? N'hésite pas non plus à liker la vidéo, la partager et surtout à t'abonner si tu as apprécié, ça m'aide grandement. Dis-moi aussi quelle autre destination tu veux que l'on explore dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas que derrière chaque succès se cachent des personnes qui n'ont jamais cessé de croire en leurs rêves. Bye!